Donc je vais vous présenter quelque chose qui est le fruit d'un travail avec Nicolas Sabi, qui a d'autres obligations aujourd'hui, et qui traite effectivement, comme ça a été dit, de problématiques des modes de scrutin. Alors il faut que je sois clair tout de suite, la problématique des modes de scrutin est immense, extrêmement étendue, et aujourd'hui je vais parler de modes de scrutin qui visent simplement à désigner une alternative parmi plusieurs alternatives, ou un candidat parmi plusieurs candidats, et un petit peu par extension à ordonner des alternatives ou des candidats par ordre de préférence collective décroissante. Donc je ne parlerai pas de problème de représentativité des assemblées, en particulier quand on élit des assemblées. Parce que ça, c'est encore plus difficile. Et vous allez voir que déjà, avec le problème que je viens d'évoquer, il y a d'énormes problèmes. Ça concerne en particulier notre élection présidentielle, l'élection des députés, etc. Alors, tout le monde pense savoir ce que c'est que la démocratie. Hein, c'est comme le poisson qui vit dans l'eau, parce qu'on vit dedans, mais en réalité, le poisson, si vous lui demandez ce qu'est l'eau, il ne répondra pas, parce que il ne sait pas ce que c'est que autre chose que l'eau. Et ça lui évite de se poser des questions. Si vous demandez ça à tout un chacun, il va vous dire ben, c'est quand on vote, c'est quand les citoyens votent. En réalité, on vote pour beaucoup de choses. On vote pour des projets, on vote pour des lois, on vote pour des projets d'ordre, etc. On vote pour des personnes. Et on pense que voter, c'est simple. Et la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'on sait voter? Est-ce qu'on sait voter, c'est-à-dire est-ce que les systèmes de vote font bien ce qu'on croit qu'ils font? Et c'est le sens même de ce doute que je vais porter dans quelques esprits, et puis on pourra en discuter. Donc le vote, tout le monde pense que c'est facile, parce qu'il suffit d'additionner des choses, et que additionner, tout le monde pense savoir le faire. Donc on additionne des voix, et on compare des totaux. Ça, c'est très simple. Si le vote, c'était seulement ça, il y a quelque chose qui ne s'expliquerait pas. C'est la variété des modes de scrutin à travers les différents pays, et le fait que chaque pays va tenir mordicus à son mode de scrutin pour telle ou telle élection, alors que on répercute de plus en plus des problèmes de manipulation, des choses un petit peu biscornues, à droite et à gauche. Donc c'est pas si clair. C'est pas si clair que cette chose-là. La variété des modes de scrutin nous interroge, parce que si au fond la question était simple, il y aurait un mode de scrutin qui aurait été élucidé depuis longtemps, et tout le monde s'y tiendrait en disant il a été démontré que c'est ça qui est le mieux, et donc ça ne sert à rien d'utiliser autre chose. Voilà. Alors, on pourrait se dire oui, mais le mode de scrutin c'est juste c'est un peu de folklore, mais autour de son organisation, etc. Mais au fond, ils vont toujours élire ce que le peuple préfère, l'alternative que le peuple préfère. Donc finalement, peut-être tous les modes de scrutin vont arriver au même résultat, à peu près, quoi. Et en fait, on va commencer tout de suite par détruire cette idée, parce que c'est pas vrai. Donc, on a élu au cours des années en France un certain nombre de dirigeants. Moi, je prends l'exemple de l'élection présidentielle parce que c'est l'emblème du type de scrutin dont je vais parler aujourd'hui. Hein, c'est un scrutin qui vise à élire une personne parmi un certain nombre de candidats ou de candidates. Et la question, c'est pas est-ce qu'on les aime ou est-ce qu'on les aime pas. C'est pas ça. On n'en parle pas aujourd'hui. C'est est-ce que, au fond, parce qu'ils ont été élus, le peuple, enfin la population électorale les préférait vraiment. C'est ça la question. Et c'est une question qui fait très mal. Alors, donc, c'est brutal hein, comme question. Est-ce que vraiment on a voté pour les élus? En fait, il est fréquent qu'un dirigeant, une dirigeante se dise « mais moi j'ai été élu donc je suis légitime ». Oui, légitime au regard de quoi? Est-ce que c'est vraiment la préférence du corps électoral, ou est-ce que quelque part le mode de scrutin a conditionné les choses, voire changé, tordu les choses d'une façon qu'on n'a pas maîtrisée? Donc, je vais partir d'un peuple de 100 personnes. Donc, je vous explique, hein, c'est pas compliqué. Un peuple de 100 personnes dont chacun des citoyens, chacune des citoyennes a sa préférence. La préférence, donc, elle est formalisée sous la forme d'un classement entre donc, des candidats qui sont Alexandre, Brutus, Cléopâtre, Darius et Électre.
Et alors le tableau ici fait état de la préférence de ce peuple. Vous avez 33 personnes qui ont classé Alexandre devant Brutus, lui-même devant Cléopâtre, etc. Vous avez 16 personnes qui ont classé Brutus devant Darius, etc. Donc vous comprenez, hein, les préférences ont été schématisées sous la forme de ce tableau. Il y a une chose qui est très importante, on ne va pas parler de sociologie, du tout. Ce peuple qui n'est pas versatile. On n'y touche pas. Mais par contre, on va faire varier le mode de scrutin. Et on va regarder un petit peu les résultats. Alors ce tableau est emprunté à un livre de Michel Balinsky qui s'appelle Le suffrage universel inachevé. On peut en produire des versions différentes et un peu plus larges, mais là j'ai pris celui qui fait référence. Donc déjà la première question c'est comment voter, une question qu'on ne se pose jamais parce que dans le marbre de la Constitution il y a des choses qui sont écrites. Et on va commencer par un vote qui était en vigueur au XVIIIe siècle, dans les sociétés savantes, bien sûr, puisque le peuple ne votait pas, aux alentours de vers la fin du XVIIIe siècle, un petit peu avant la Révolution. Et le vote majoritaire à un tour. Alors il est encore en vigueur aux États-Unis, en Angleterre, hein, parce que c'est un legs historique de la couronne britannique. Donc c'est sous forme de primaire, etc. Mais il y a toujours des élus à majorité simple. Donc, si vous regardez, le vote majoritaire à un tour, à un seul tour, donc on va, uninominal, hein, bien sûr. Donc vous allez regarder, au fond, ce que vous votez, ces gens-là. Ces 33-là ont préféré A, ils vont voter pour A. Ces 16-là ont préféré B, ils vont voter pour B. Donc ce que vous regardez ici, c'est la première ligne des préférences. Et vous regardez qui est le candidat qui obtient le maximum de voix. Celui qui, aujourd'hui, on dirait, est arrivé premier. Parce qu'on entend beaucoup cette phrase, nous sommes arrivés premiers, etc., donc nous avons gagné. Bon, c'est Alexandre. Alexandre avec 33% des voix. 33%, ça veut dire qu'il y en a 67% qui n'ont pas classé premier. Où l'ont-ils classé? Ils l'ont classé souvent très mal. Il est élu à la majorité simple. D'accord? La majorité simple, tout le monde ici, je pense, sera d'accord pour dire que c'est un très mauvais mode de scrutin, et si les gens n'étaient pas convaincus, peut-être que maintenant ils vont l'être. Donc arriver premier, ça ne veut rien dire, au fond. Il ne faut pas se vanter d'être arrivé premier. Ce qu'il faut voir, c'est l'ensemble des préférences de tous les électeurs pour tous les candidats. C'est la totalité de cette information qu'il faut prendre en compte. C'est ce que le chevalier de Borda avait remarqué dans un mémoire à l'Académie des sciences. Donc Alexandre peut gagner à ce scrutin. On voit les problèmes, donc on décide de rajouter un tour. On passe du rasoir à une lame au rasoir à deux lames, en espérant que ça va mieux raser. Bon, très bien. Alors, le premier tour, vous allez regarder le nombre de voix obtenues par les candidats, et vous voyez que Alexandre va être finaliste avec Électre. Et puis, tous les autres sont éliminés. Bien sûr, donc, hop, exeunt les autres. Et maintenant, vous regardez la totalité des préférences. Je rappelle bien que le peuple ne change pas de préférence. Et vous regardez qui préfère Alexandre à Électre et qui préfère Électre à Alexandre. Ceux qui préfèrent Alexandre à Électre sont ceux-là. Ils sont 36. Tous les autres préfèrent Électre à Alexandre. Donc Alexandre, il est peut-être arrivé premier, mais il se fait mettre à la misère parce qu'il est battu par 2/3. 2 électeurs sur 3 par Électre. Donc Électre gagne au scrutin présidentiel français. D'accord? Ça va le fonctionnement? Alors on va passer à autre chose. Le vote de Condorcet. Condorcet, contemporain de Borda, lui, il dit oui, mais ce qu'il faut, c'est avoir une victoire incontestable. Pour être incontestable, il faut que personne ne puisse vous contester. Et pour que personne ne puisse vous contester, il faut que le vainqueur puisse gagner en duel quand il est opposé à n'importe lequel de ses compétiteurs. Alors on organise les duels à partir du tableau des préférences. Je répète, on ne touche pas aux préférences, mais on regarde seulement couple par couple. Ici, vous avez Alexandre et Brutus qui sont opposés l'un à l'autre, et vous regardez l'ensemble les nombres de personnes qui préfèrent Alexandre à Brutus. Alexandre à Brutus, il y a toujours les 33 qui ont classé Alexandre Ier, tous les autres préfèrent Brutus, et donc Brutus gagne par 67 contre 33. D'accord, très bien, ça c'est pour Alexandre et Brutus. Et si on fait tous les duels, on s'aperçoit de la chose suivante.
Donc vous avez tous ces résultats-là, et vous vous dites, est-ce qu'il y a un vainqueur incontestable? Un vainqueur qui gagne tous ses duels. Ça, c'est le vainqueur dit de Condorcet. Quelqu'un qui gagne tous ses duels, c'est quelqu'un qui ne figure jamais dans la partie gauche, parce qu'il n'est jamais battu en duel, et donc, à contrario, quelqu'un qui figure dans toutes les parties droites. Pas toutes les parties droites, qui figure toujours à droite. Donc, ce que vous voyez, c'est que c'est Cléopâtre. Cléopâtre gagne tous ses duels. Donc, Cléopâtre est la gagnante de Condorcet. Une deuxième chose qu'il faut remarquer, c'est que Cléopâtre a été éliminée au premier tour de l'élection présidentielle française. D'accord? Et elle a été, alors c'est douloureux pour elle, mais quand même, je l'ai là, elle a été Cléopâtre, elle avait 11 voix qui sont C8 et C3, et donc elle est passée à la télévision. Cléopâtre, on lui a dit, mais attendez, vous êtes arrivée dernière, vous êtes nulle. Elle a gagné contre tout le monde. Si vous faites des duels, elle a gagné contre tout le monde. Ah si, la télé, elle peut dire, non, ça, vous êtes arrivé dernière. Vous n'avez quand même pas revendiqué une victoire, vous comprenez? Alors qu'il y a Alexandre qui est arrivé premier, c'est autre chose. Ça, c'est grave. Hein. C'est grave, il faut le dire aux journalistes, il faut le dire aussi à certains politiques qui peut-être le savent, mais bon, je ne sais pas. Maintenant, on dit, bon, le rasoir à 2 lames, ça reste peut-être mieux que le rasoir à 1 lame, mais qu'est-ce que ça fait si on rajoute encore des lames? Pour les rasoirs, on y est arrivé, ça rage beaucoup mieux. Bon, alors on va faire un scrutin à N-1 tour, c'est-à-dire que au lieu de garder 2 finalistes au premier tour, on va éliminer juste une personne, celle qui a le moins de voix. Et puis on va recommencer un tour, au tour suivant, avec cette personne en moins. Vous voyez, c'est Cléopâtre qui est éliminée en premier, donc encore une fois, la gagnante de Condorcet est éliminée au premier tour. Donc on sait bien que ce rasoir à N-1 lame, il commence déjà à pas très bien marcher. Bon. Alors, on fait quand même, hein, on fait quand même. Donc vous la rayez. Au deuxième tour, vous regardez qui les gens préfèrent, donc vous avez, finalement, vous suivez ce trajet-là, vous regardez toujours ce qui est en premier, ce qui n'a pas été rayé, et vous vous apercevez donc que vous éliminez Brutus au deuxième tour, Électre au troisième, bon, je pourrais refaire les calculs, hein, Alexandre au quatrième, et donc il reste Darius. Donc Darius est élu avec ce scrutin, dit aussi scrutin, vote transférable, alternatif, etc. au Canada. On s'est employé par des personnes qui pensent sincèrement que rajouter des tours c'est un progrès, ce n'est pas du tout évident. En tout cas, la gagnante de Condorcet, en l'espèce, là, elle a été virée. Borda, je reviens au XVIIIe siècle, avait proposé un système de calcul, c'était un ingénieur, hein, donc il aimait bien les calculs rapides, simples et parlants, et donc il a dit, bon, on va donner des points selon la position dans le classement, et puis on va faire ça en une seule fois, pas besoin de faire de duel. Donc si vous êtes classé dernier, vous obtenez 0 point de ces 33 électeurs-là. Si vous êtes classé avant-dernier, vous obtenez 1 point de ces 33 électeurs-là. D'accord? Donc on va compter ça, puis ensuite on fait la somme des points et on va ordonner les candidats par score décroissant. Donc Alexandre, si je fais le calcul, c'est ce qu'il y a de plus simple parce qu'il est souvent classé dernier. Alexandre, il a obtenu 33 fois 4 points, plus 3 fois 1 point. Et tout le reste, les gens qui l'ont classé dernier, lui ont donné 0 point. Donc ça fait 33 fois 4, 132, plus 3, 135. C'est ça, donc 135 points. Et vous regardez les scores de tous les candidats et vous vous apercevez que celui qui a le plus de points, c'est Brutus. Encore un candidat. Alors lui, il arrive, bon après, c'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont pas énormément moins de points. Vous voyez Cléopâtre est bien placée, par exemple. D'accord, bon. Cléopâtre, elle perd, hein, mais enfin, elle est bien classée. On se dira, c'est pas si mal. Mais c'est très naïf. Ok, donc Brutus gagne. Et le bilan de tout ça, c'est que... ben oui, Brutus, pas de conjuration, rien. Donc le bilan de tout ça, c'est que vous avez 5 modes de scrutin. Le peuple n'a jamais changé d'avis. Je ne fais pas de sociologie, il n'y a pas de propagande, il n'y a pas de psychologie, il n'y a pas tout ça. Vous avez 5 modes de scrutin et chacun a gagné à un mode de scrutin et a perdu aux 4 autres. Donc,
selon le mode de scrutin, la personne qui a gagné va se revendiquer de la légitimité, du suffrage universel, parce qu'il est toujours universel, populaire, etc. Qu'est-ce que c'est que cette victoire? Ça ne veut plus rien dire, en fait. Ça ne veut plus rien dire tant qu'on n'a pas jugé les modes de scrutin pour dégager ceux qui marchent mieux que d'autres. Donc il y a une étude mathématique à faire, fondamentale à faire, des qualités des modes de scrutin. Si vous prenez a priori tous ces modes de scrutin comme moralement équivalents, ou techniquement équivalents, eh bien vous avez le résultat ici qu'on a montré. Donc ça veut dire qu'il faut une étude mathématique des modes de scrutin, ce dont Borda et Condorcet étaient convaincus dès le XVIIIe siècle, Condorcet en particulier, donc qui a inventé la mathématique sociale, enfin, l'arithmétique sociale, et qui a traité de ces modèles de vote et qui a trouvé quelque chose qu'on va voir bientôt, qui est le paradoxe de Condorcet. Donc, pour l'instant, c'est un peu n'importe quoi, c'est un peu la foire, et il va falloir se demander ce que c'est que la qualité des modes de scrutin. Donc on va parler de ces qualités, et souvent des défauts d'ailleurs, et on va commencer par remarquer que tous les modes de scrutin qu'on a évoqués jusqu'à présent sont des modes de scrutin préférentiels, c'est-à-dire qu'on a demandé aux électeurs de classer les alternatives, d'attribuer un rang aux alternatives. Donc lui, c'est ce qu'il fait, il donne un rang à chacun, hein. D'ailleurs on lui a même pas permis de faire des ex-aequo pour l'instant, mais il aurait pu, hein, on aurait pu envisager ça. Donc on demande ça, on va étudier pour l'instant ces scrutins-là, les scrutins préférentiels, et la première qualité qu'on va exiger, c'est le fait que le mode de scrutin va aboutir à un classement collectif des électeurs. Ben oui, en fait, il n'y a pas que le gagnant qui compte, et le deuxième. Parce que si vous choisissez entre plusieurs projets, bon, vous avez le projet qui est préféré, et puis ensuite, bah, éventuellement, s'il ne peut pas se faire, est-ce qu'on va en faire un vote, ou est-ce qu'on ne va pas, ou est-ce qu'on va prendre le deuxième dans le premier système de scrutin? C'est des questions ouvertes. Hein. Mais normalement, la préférence collective doit avoir la structure d'une préférence, c'est-à-dire qu'on doit aboutir à un classement collectif des alternatives. Est-ce que c'est le cas des scrutins qui ont été vus précédemment? Oui. En tout cas, pour ce qui est de Borda, parce que vous ordonnez les alternatives selon les scores, et puis les scrutins majoritaires à 1, 2, etc. tours, ben vous avez plusieurs manières de le faire, mais vous pouvez toujours construire un classement. Par exemple, la manière la plus simple, que nous on a en France, la plus simple, c'est que je n'ai pas dit la meilleure, c'est de dire, bon, le vainqueur est premier, le deuxième finaliste, ben on va dire qu'il est deuxième, et puis tous les autres, ils ont perdu, ils ont été éliminés au premier tour, on va dire qu'ils sont derniers ex-aequo. C'est une façon de faire. Une autre façon de faire serait de dire, ah, mais si on gardait la même préférence et qu'on mettait le gagnant en premier, et qu'on recommençait la simulation du scrutin uninominal à 2 tours pour désigner le deuxième gagnant. On aurait aussi autre chose, et puis le troisième gagnant, etc. On aurait autre chose, c'est ça le pire. Bon. Parce que là, cette fois, il y aurait un gagnant, il y aurait une suite qui serait, où il y aurait probablement, je ne dis pas d'ex-aequo. Et le vote de Condorcet, celui qui donnait un gagnant ou une gagnante incontestable, alors là, ça se corse. Parce que, regardez, c'est un peuple différent. Parce qu'on avait une gagnante de Condorcet tout à l'heure, mais c'est pas obligé. Parce que, regardez ces 100 électeurs, bon, c'est grosso modo un tiers, un tiers, un tiers. Hein. Et vous regardez, vous organisez les duels, et vous regardez combien de personnes préfèrent A à B. Donc A à B, A à B. Vous voyez ici, vous avez déjà 64 personnes qui préfèrent A à B. Donc A est vainqueur face à B, de son duel face à B. B et C, B et C, B et C. 70 personnes préfèrent B à C. Donc vous avez A préféré à B, B préféré à C. Donc normalement, A doit être préféré à C, si c'est transitif. Et vous regardez A et C, et là vous voyez qu'au fond, il y a 66 personnes qui préfèrent C à A. Donc c'est C qui gagne à une majorité écrasante. Donc chacun des duels a une issue qui est absolument, je veux dire, très nette. C'est une victoire de quelqu'un face à l'autre, avec les 2 tiers à peu près des électeurs. Donc c'est une victoire écrasante. Mais il n'y a pas de gagnant parce que la préférence n'est pas transitive. Hop, impossible. A préféré à B, B préféré à C, C préféré à A. Strictement et fortement. Impossible. Donc ça, c'est le paradoxe dit de Condorcet.
Et c'est la grosse pierre dans le jardin des votes. Alors vous allez dire, oui, mais autour de cette pierre, il y a plein de chemins, tout ça, on a qu'à s'en écarter et tout, mais le problème, c'est que il y a une grosse pierre, et puis à côté, il y a d'autres pièges, il y a des cobras, il y a ce que vous voulez, hein, sur les chemins, il y a plein de choses. Donc cette pierre, vous avez envie de ne pas trop vous en écarter, malheureusement, parce que vouloir y échapper est souvent sans issue. Il y a des gens très malins qui ont dit, oui, mais on va arranger ça, parce que les duels, il suffit de pas tous les organiser en même temps, on va faire un agenda de duels. Alors, un organisateur qui dit, enfin, c'est pas dit comme ça, hein, mais ça revient à ça, on dit, on va d'abord voter entre A et B, par exemple, pour savoir qu'est-ce que les gens préfèrent. Et on va le noter. Puis ensuite, donc B sera dégagé face à A, puis A, on va l'opposer, donc le gagnant du premier duel, on va l'opposer à quelqu'un d'autre pour faire un deuxième duel, etc. Donc on fait une séquence de duels. Séquence de duels. A contre B. Alors, n'oubliez pas que le vote de Condorcet, il aboutissait à une préférence intransitive. Donc, la première proposition, A contre B. Bon, qui c'est qui gagne? Vous regardez ici, il y a un seul endroit où il y a A et B, et c'est A qui gagne. Et A, vous l'opposez à C, puisque c'est le troisième candidat, et entre A et C, c'est C qui gagne. Donc, vous faites gagner C en organisant les duels dans cet ordre-là. Et si vous aviez changé d'ordre, vous commencez par le duel entre B et C. Regardez là-haut, là, dans le petit rectangle jaune. B gagne. B, qui donc, doit être opposé à A. Et B contre A, c'est A qui gagne. Donc cette fois, vous avez changé le vainqueur sans avoir changé les préférences, juste parce que vous avez organisé une séquence de duels dans un ordre que vous avez choisi. Il y a un prince, il y a un conseiller au prince italien qui commence à apparaître derrière son fantôme. Bon, alors si vous aviez fait le troisième duel, évidemment c'était B qui gagnait. Donc en fait, quand vous avez une préférence circulaire, vous êtes capable de faire gagner n'importe lequel, sans changer la préférence. Il suffit juste de changer l'ordre des duels. On fait des choses comme ça dans certaines mairies, on dit oui, mais on a des choses à classer entre les projets immobiliers et tout, et on va commencer par dire... Et en fait, ça a l'air d'être du bon sens, mais comme vous le savez tous ici, et toutes, il faut se méfier du bon sens. Ok, donc c'est machiavélique, hein. On peut faire gagner qui on veut, c'est l'autorité organisatrice qui manipule ici. Hein. Celle qui organise les scrutins. Alors, il y a d'autres solutions qui ont été tentées hein, pour réparer le scrutin de Condorcet, et puis en fait, il n'y en a pas une qui marche, et on verra pourquoi. Ça vient de théorèmes d'impossibilité qui vont venir juste après. Ce pauvre Condorcet, qui a eu une vie extrêmement triste à la fin, enfin, heureuse pendant un certain temps, mais une fin extrêmement triste, je vais dire. À mon avis, son fantôme n'est pas loin, il n'a pas dû trouver la paix éternelle, lui. Alors, première exigence, il faut que ça aboutisse à un classement collectif. Maintenant, c'est quelque chose, et ça nous fait éliminer le vote de Condorcet. C'est dommage, hein, c'était le seul vote qui était incontestable, qui donnait un gagnant incontestable quand il y avait gagnant. La deuxième chose, c'est absence de censure. Les préférences des peuples doivent être prises telles qu'elles sont, on ne doit pas exercer de contraintes et tout, donc tout est admissible en matière de préférence, les gens préfèrent ceux qu'ils veulent. D'accord? Donc ça, c'est pas compliqué. L'anonymat, c'est pas compliqué non plus. C'est que tous les bulletins se valent et que c'est le bulletin qui compte et pas la personne qui l'a mise dans l'urne. Bon. Non, ça a l'air de couler de source. Hein. Anonymat, tout le monde se dit, ouais, si c'était pas anonyme, il y aurait des risques d'intimidation, etc. D'accord, ok. Donc nous, on exige que ce soit anonyme. Comme on disait, one man, one vote, tous les votes se valent et peu importe qui les a exprimés. En particulier, cette chose-là interdit la dictature. Parce que la dictature, c'est un peu comme si tout le monde votait, mais qu'on ne prenait en compte que le bulletin de vote du dictateur. C'est-à-dire que ce sont les préférences du dictateur qui vont s'imposer au collectif. Comme si c'était les préférences collectives. Eh bien, si dans une assemblée, vous avez un dictateur, qu'on le sait, et qu'on interchange ses préférences avec celui de n'importe lequel, etc., comme de toute façon on va faire attention à son avis à lui, on va prendre l'enveloppe qui est en face de lui, et c'est elle qui va s'imposer au collectif. Et si vous interchangez ça avec une autre personne, ça va changer la préférence collective. Donc la préférence collective, le scrutin, en tout cas la dictature, n'est pas anonyme.
Donc l'anonymat sert à interdire la dictature, en particulier. Quatrième exigence, la neutralité, c'est-à-dire que tous les candidats doivent être traités de la même façon. Le scrutin doit être impartial, les règles doivent être impartiales. Okay, il n'y a pas un candidat qui compte 2 fois plus qu'un autre. Voilà, ça c'est important. Donc tout ça, ça a l'air exigible à minima d'un mode de scrutin, c'est clair. Un mode de scrutin qui violerait l'une de ses propriétés serait inadmissible, disons-le. D'accord. Alors, nos scrutins qu'on a vus jusqu'à présent, pas de problème, tous y vérifient cette propriété. Il y a une dernière exigence, c'est l'unanimité. L'unanimité, c'est très simple à comprendre aussi. Il n'y a pas beaucoup de maths, hein, vous allez voir, mais en fait, derrière, on démontre les choses en maths. Vous allez voir, au moment des théorèmes, mais ce n'est pas des théorèmes très simples. Eh bien, l'unanimité, c'est si d'aventure, tous les électeurs préfèrent un certain candidat X à un autre Y, et strictement, hein, c'est-à-dire tout le monde est d'accord pour placer dans sa préférence X strictement devant Y, alors à ce moment-là, dans le classement collectif, X devrait aussi être placé strictement devant Y. On imagine mal l'inverse. Ça n'a pas l'air très exigeant. Hein. Si tout le monde, bon, c'est une image d'archive, hein, unanimité dans un certain parti, on va dire, si tout le monde préfère les frites au salsifis, normalement, si le cuisinier, enfin, si la procédure de vote est unanime, on devrait avoir des frites à midi avec le poulet. On imagine mal le contraire, ou alors... Et le problème, c'est que l'agenda de duel, lui, n'est pas unanime. Alors ça paraît bizarre, hein. On fait quand même des séquences, alors on a vu déjà que c'était manipulable, que c'est déjà un problème, mais en plus de ça, avec cette manipulation sur l'ordre des bulletins, on est capable de renverser l'ordre, c'est-à-dire de faire en sorte que X, tout préféré qu'il soit à Y par tous les électeurs, eh bien, Y gagne, alors que X perd. Ça, c'est faisable. Donc les agendas, c'est très mauvais. Très, très mauvais. On n'en parlera d'ailleurs plus. Dernière qualité, j'ai dit dernière tout à l'heure, je me suis avancé. La dernière, enfin, c'est l'avant-dernière en fait, mais les deux dernières se ressemblent pas mal. L'indépendance des alternatives non pertinentes. Bon, ça ronfle, ça dit exactement ce que c'est, hein, mais le problème c'est que c'est plus facile à comprendre si on l'explique avec les mains, et en particulier avec des gâteaux. Donc vous imaginez 2 pots gâteaux, et puis il y a le peuple, les ratatouilles, qui doit choisir un gâteau, et qui vote à un scrutin, n'importe quel scrutin, qui vote, et qui préfère collectivement le gâteau aux fruits de la passion au gâteau au chocolat, parce qu'on lui a proposé les deux. Et puis le pâtissier arrive en disant « Ouais, attendez, je pensais pas qu'il serait prêt, mais au fait, j'ai aussi un 3e gâteau. Alors je sais pas ce que c'est, ça c'est un flan. C'est un gâteau au yaourt, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est très bon, ils sont tous les 3 très bons. Donc il amène ça au pâtissier en disant « J'ai oublié de vous dire qu'il y avait ça. On refait voter les ratatouilles qui n'ont pas changé d'avis. Nos peuples à nous ne sont pas versatiles. Ils n'ont pas changé d'avis. Et qu'est-ce qu'ils disent cette fois? Ils disent « Ah bah d'accord, ok, donc on préfère le gâteau au chocolat. » Donc le gâteau au yaourt, là, le flan, il n'a jamais été préféré, il n'a jamais gagné. Tout s'est passé entre ces deux-là, mais le fait que ce gâteau-là, le gâteau au yaourt, soit là ou ne soit pas là, change l'élection, change le vainqueur de l'élection entre les autres gâteaux. Donc ça, c'est la violation de l'indépendance aux alternatives non pertinentes. L'alternative non pertinente, c'est lui. Non pertinente, pourquoi? C'est un peu abusif, mais parce que, en fait, elle perd dans tous les cas, hein, mais le fait qu'elle soit là ou qu'elle soit pas là change le vainqueur. Ok, ça c'est... Alors, IANP, ça veut dire que le gâteau soit là ou soit pas là, le vainqueur, de toute façon, sera le même. Le problème, c'est qu'il n'y a que le vote de Condorcet qui est vulnérable au paradoxe. Il n'y a que le vote de Condorcet qui soit indépendant des alternatives non pertinentes. Tous les autres
est vulnérable à cette chose-là. Donc dans tous les autres, vous allez avoir cette faille qui consiste à dire, attention, il est possible que la présence ou l'absence de telle ou telle alternative, qui de toute façon ne sera jamais choisie, va changer le vainqueur, va changer l'ordre en fait, de la préférence collective. Et ça, c'est un vrai problème. Donc notre scrutin, mais vous avez des souvenirs, donc je peux passer là-dessus. Vous pouvez regarder, hein, je vais gagner un peu de temps. Bon, si B est présent, alors si B est présent, vous faites rapidement, c'est le scrutin à 2 tours. Donc vous regardez qui est finaliste, les finalistes c'est B et C, et entre B et C, vous avez C gagne. C, parce que C est préféré à B par 15 contre 6. Donc si B est présent, C gagne. S'il ne l'est pas, vous avez un duel entre A et c'est A qui gagne. Donc ça n'est jamais B qui gagne. Mais le fait qu'il soit là ou pas, change le vainqueur. Et ça s'est passé un certain 21 avril 2002, où la présence ou l'absence de Christiane Taubira ou de Jean-Pierre Chevènement, mais vous prenez juste Christiane Taubira, 2,3%. Bon, après, ça pouvait être la gagnante de Condorcet. Hein. On a vu avec Cléopâtre tout à l'heure qu'on ne peut rien dire avec ça. Mais enfin, en tout cas, elle avait un score très petit au premier tour. Eh bien, si jamais elle n'avait pas été là, probablement, après c'est des histoires de sondage, mais très probablement, au moins la moitié de ses électeurs seraient passés, seraient reportés sur Jospin. Et à ce moment-là, Jospin aurait été présent au 2e tour, et tous les sondages assuraient que Jospin était le candidat, le gagnant de Condorcet. Donc c'est lui qui gagnait. Une autre façon de le dire, c'est qu'elle a pris des voix à Jospin. Jospin n'a pas été au 2e tour, donc Jean-Marie Le Pen a été au 2e tour, lui, et ensuite Chirac a gagné. Donc c'est la présence ou l'absence je ne veux pas dire de micro-candidat, parce qu'on ne sait jamais avec ça. L'histoire du premier tour, là, c'est pas parce que vous avez un petit score que vous êtes nul. Hein. Eh bien, la présence ou l'absence change totalement l'élection et donc le destin du pays pendant 5 ans. Il y a pire, hein, vous allez voir. Oui, il y a pire. Quel que soit le nombre de tours, ça ne s'arrange pas. Vous pouvez rajouter tous les tours que vous voulez, vous n'arriverez pas à avoir l'indépendance des alternatives non pertinentes. Donc cette vulnérabilité des modes de scrutin, il n'y a que le vote de Condorcet qui ne l'a pas. Et le vote de Condorcet est vulnérable à son paradoxe, la transitivité. Donc ça c'est grave. Alors, mais on me dit souvent, mais les politiciens ils savent, mais ils cachent. Mais pas forcément, parce que s'ils savaient, eh ben, ils ne se seraient pas dit « Ah bah tiens, pour éviter l'émiettement des voix au premier tour, on va organiser les primaires. Comme ça, on va désigner un seul candidat pour notre camp et on va éviter les phénomènes du genre Taubira. » Mais ça revient à rajouter un tour, sauf que c'est même pas un tour universel, c'est un tour dans une espèce de sous-ensemble, et ce sous-ensemble, en plus, il est flou, parce qu'il y a des gens d'autres sous-ensembles, d'autres partis qui viennent voter à vos primaires, etc. Donc c'est n'importe quoi. Potentiellement n'importe quoi. Alors la première fois qu'on a organisé ça, ça marchait, et tout le monde s'est dit, mais c'est ça la solution. C'était le Parti Socialiste qui avait fait des primaires, tout le monde dit, ah c'est ça, donc les autres ont copié, après ils se sont votés avec ça, parce que ça marche pas. En fait, les primaires, c'est primaire. C'est nul. Ça sert à rien. Et c'est mathématique, hein, c'est pas, moi là je prends pas parti, hein, je dis les choses comme j'estime qu'elles méritent d'être dites, mais c'est n'importe quoi. Bon. Borda non plus, hein, ça avait l'air très scientifique, il y avait des scores, on pouvait faire des ordres et tout, c'était bien et tout. Ouais, non, non plus, parce que bon, c'est un peu difficile enfin, à expliquer, mais quand vous avez, si on peut le dire quand même, quand vous avez un candidat, on va dire, qui s'abstient alors qu'il était là, eh bien vous l'enlevez de la grille, il va faire dégringoler uniquement les gens qui sont placés au-dessus de lui, et il ne change pas le score de ceux qui sont en dessous. Et au fond, ça change des points et ça peut changer les totaux des gens autres que lui. Et donc ça peut renverser les classements. C'est ça le truc. Donc ça marche pas. Pauvre Borda. Bon, ça marche pas. Bon, il n'y a rien, il n'y a pas de solution. Ok, alors, justement, je dis c'est une faille, c'est une énorme faille parce que ça autorise la manipulation stratégique. Un candidat, un petit candidat, on va aller le voir, enfin, je vous laisse deviner qui est on, en disant
Ah, mais tu sais, c'est pas une bonne idée que tu te présentes parce que tu as vu les sondages, tu vas avoir 2,3%, ça va être la honte à la télé, tout ça, il vaudrait mieux que tu n'y ailles pas. Éventuellement, hein, des gens qui soutenaient Jospin auraient pu aller voir Taubira en disant non mais attends Christian, regarde, on prend des risques et tout. Bon, pas forcément de l'intimidation, mais tu nous fais prendre des risques. Et bon. Ou bien dans l'autre camp, dire ah mais non, Madame Taubira, il faut vous présenter, c'est bon pour la démocratie. Plus il y a d'expressions plurielles, mieux ça vaut pour la démocratie. Ou il y a des intentions cachées derrière. Bon, donc faut faire attention. Il y a des intentions cachées parce que le mode de scrutin est manipulable. Hein. C'est pas parce que les gens sont manipulateurs. Ils le sont, d'accord, oui, bon, comme beaucoup de grands singes, on est manipulateurs. Mais le problème, on ne demande pas aux gens d'être vertueux, on demande au système d'être vertueux. Et celui-là, il ne l'est pas, puisqu'il autorise justement la manipulation. Donc ça, c'est la manipulation par les candidats, et puis il y a aussi une manipulation par les électeurs, parce que eux, quand ils ont pris conscience des risques, ils se disent « Ah oui, mais si je donne mon vote à Taubira, là, ça risque de mettre Jospin en difficulté, et on risque d'avoir Chirac à la fin, donc moi, je ne suis pas d'accord, donc je vais voter utile. » Alors, c'est bien, mais c'est un vote stratégique, c'est logique, c'est rationnel, on va dire, mais c'est un vote stratégique, c'est-à-dire que la personne vote, pas contre, mais elle vote à côté de sa préférence. Sa préférence, c'était Taubira en premier. Donc elle travestit un peu sa préférence dans l'expression. Donc elle est insincère. Et en étant insincère, en poussant à l'insincérité, on voit bien que les modes de scrutin sont un peu vicieux. Un bon mode de scrutin ne devrait pas pousser à l'insincérité. Pour savoir ce que pense le peuple, il faudrait au moins que le peuple, en tout cas chacune des citoyennes et chacun des citoyens, s'exprime sincèrement sur ses préférences. Sinon, où est-ce qu'on va? Question ouverte. Hein. Où est-ce qu'on va? Une dernière rigolote, elle est plus forte, c'est une propriété rigolote, mais c'est la monotonie. Bon, c'est tout sauf monotone. Hein. La monotonie, c'est je gagne avec un certain nombre de... En fait, la monotonie, si les scrutins étaient monotones, ça voudrait dire que j'ai intérêt à avoir le plus de partisans possible. Voilà. Parce que plus j'ai de partisans, et mieux ça vaut. Alors, ça veut dire que si jamais je gagnais, dans l'état des préférences des gens, je gagnais un scrutin, et bien si j'avais eu encore plus de partisans, j'aurais dû continuer à gagner le scrutin. Ça ne peut pas me faire perdre d'avoir trop de partisans. Voilà. Ça ne peut pas me faire perdre, un scrutin que je gagnais, ça ne peut pas me faire perdre d'avoir eu trop de partisans. Alors, le scrutin uninominal à 2 tours de la France, il est monotone ou pas? Ah non, il n'est pas monotone. Et ça, c'est pareil, c'est encore plus fort que l'IANP, hein, la monotonie. Donc, tous ceux qui ne sont pas IANP n'ont aucune chance d'être monotones. Donc, ça veut dire que les autres, c'est fini. Alors, je vais vous l'expliquer pourquoi notre scrutin n'est pas monotone en une phrase. Si je reviens au 21 avril 2002, et je me dis, bon, si Jacques Chirac avait dit oh, je vais gagner, mais supposons, hein, je vais gagner, alors on prend le vote tel qu'il a eu lieu. Et puis si j'avais fait une campagne suffisamment agressive, j'aurais eu plus d'électeurs, donc j'aurais continué à gagner, ma victoire aurait été encore plus. Et le problème, c'est que s'il avait fait une campagne plus agressive et qu'il avait eu plus de partisans, mais que ces partisans soient venus d'une frange de droite dure, qui a voté pour Jean-Marie Le Pen. À ce moment-là, ces gens qui ont voté pour Jean-Marie Le Pen, voyant une campagne très à droite de Jacques Chirac, auraient dit « Ouais, mais Jean-Marie Le Pen, au fond, il a ses exagérations, etc. Moi, je vais voter pour quand même un parti de gouvernement, un homme politique qu'on connaît depuis très longtemps et qui est plus raisonnable, entre guillemets, et donc je vais voter pour lui. » Et en fait, Jean-Marie Le Pen aurait perdu des électeurs, Chirac en aurait eu plus, mais Jean-Marie Le Pen n'aurait pas été présent au 2e tour. Et donc Jospin étant finaliste et gagnant de Condorcet, là c'était fini. Donc avoir trop de partisans, dans notre système à nous, ça peut vous faire perdre. Et là on marche sur la tête, surtout parce qu'on n'a pas de tête. Ça ne va pas. Mais oui. On vote avec ça. Ok, alors Noël ça peut passer, mais enfin, imaginons une petite Olympe de 8 ans qui dit ouais, mes parents ils font rien qu'à s'engueuler contre les élections qui servent à rien et tout ça. Moi je voudrais un mode de scrutin universel, anonyme, neutre, transitif, unanime, c'est-à-dire tout ce qu'on a demandé. IANP, même pas monotone, enfin si tu peux, monotone, ok.
Alors le Père Noël travaille. Vous vous doutez du résultat du Père Noël, parce que les Pères Noël, c'est tous les mêmes, hein, évidemment. Et il y a un premier théorème, là, on en vient au théorème qui limite un peu les espoirs. Le premier théorème, c'est le théorème de May, qui vous dit que si vous n'avez que deux candidats, deux alternatives, alors, d'ailleurs, vous avez remarqué, ou vous pouvez remarquer facilement, que tous les modes de scrutin qu'on a évoqués jusqu'à présent, quand il n'y a que deux alternatives, ils se réduisent exactement au même, qui est la règle majoritaire. La règle majoritaire, c'est entre les deux candidats, celui qui a le plus de voix, il gagne. Point barre. Et le théorème de May, il vous dit que c'est le seul mode de scrutin, la règle majoritaire, le seul mode de scrutin qui soit anonyme, neutre et monotone. Juste, bon, universel aussi. Anonyme, neutre et monotone. Vous cherchez, hein, quand il y a deux candidats, vous cherchez un scrutin qui ait les propriétés exigibles à minima des modes de scrutin. Celles qu'on a demandées, à minima, celles qu'il ne faut pas se dresser les cheveux sur la tête quand on en a, eh bien, vous obtenez un seul truc, un seul mode de scrutin, c'est la règle majoritaire. Donc super, vive les référendums. On n'a qu'à tout poser sous forme de référendum. Oui, mais si on pose tout sous forme de référendum, il va falloir faire des suites de référendums. Ça ressemble à des agendas de duel, ça. Et là, c'est n'importe quoi. Donc on ne peut pas. C'est bien quand on a un oui et un non, et c'est tout. Et que c'est pas connecté à d'autres enjeux. Parce que sinon, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Et quand il y a au moins 3 candidats, alors là, théorème que j'ai baptisé théorème de Normay, et c'est parce qu'on ne connaît pas son auteur, mais enfin c'est un résultat qu'on fait démontrer en exercice, nous, hein, c'est que ça n'existe pas. C'est que si vous avez au moins 3 candidats, vous n'avez pas la possibilité d'avoir ces propriétés. Donc, ça ne va pas, en fait. Bon, monotone, hein, parce que c'était monotone. Après, bon, on va peut-être réussir à grappiller puis à avoir l'IAMP. C'est possible. Mais tout le reste, c'est incompatible avec ça. Monotone. Donc ça veut dire que si vous voulez quelque chose d'universel, de transitif, pour pouvoir choisir d'anonyme et d'impartial, et de neutre, à ce moment-là, il faut vous asseoir sur la monotonie, c'est-à-dire qu'il est possible qu'avec trop de partisans, le vainqueur se mette à perdre. Ce qui essorie la raison. Théorème d'Arrow. Théorème d'Arrow. Fameux théorème d'Arrow, des années 50, 51 je crois. Lui a été prix Nobel pour autre chose. Hein, mais... Donc lui il a dit, bon, il a intitulé son papier un malaise ou un petit inconvénient dans le choix social. C'est un petit caillou dans la chaussure, mais en fait c'est un truc énorme. Si vous voulez quelque chose d'universel, transitif, unanime, tout le monde est d'accord pour avoir des frites au lieu de salsifis, et IANP, donc je ne parle même plus de monotonie, mais IANP, à ce moment-là, il n'y a que la dictature, JL n'est pas anonyme. Bien sûr, vous n'avez que ça. Vous parlez d'un espoir. C'est théorème d'Arrow. Théorème de Ransom. Il n'y en a pas énormément, hein, parce qu'on a des théorèmes d'impossibilité, il y en a 16 ou 17, en fait j'en ai mis 3 qui sont plus faciles à comprendre. Donc si vous voulez un scrutin qui soit transitif, anonyme, neutre et IANP, ça peut être que l'indifférence. L'indifférence, ça veut dire quelles que soient les préférences du peuple, de toute façon le résultat c'est tout le monde ex aequo. C'est l'école des fans. Tout le monde arrive ex aequo au premier. C'est-à-dire, quel que soit, vous n'avez même plus de calcul à faire. Hein. L'indifférence, c'est ça. C'est une fonction, vous lui donnez n'importe quelle préférence populaire, structure de préférence, et elle aboutit à, moi, tous les candidats sont ex aequo, premier ex aequo, dernier ex aequo, c'est la même chose à la fin. Donc ça, c'est... Allez, théorème de Gibbard-Satterthwaite, tout scrutin préférentiel transitif et non dictatorial est manipulable. Donc, encore des trous dans la coque. Et au fond, si on veut résumer ces choses-là, on peut le faire en disant que faut choisir. Soit vous voulez un classement à la fin, soit vous voulez l'IANP. Mais les deux en même temps, c'est pas possible. L'IANP, c'est le 21 avril 2002. La violation de l'IANP et la violation de transitivité, c'est pas de vainqueur de condensé. Grosso modo, il faut choisir entre ces deux. Ok, bon, après, les scrutins, ils ont d'autres imperfections, mais je vais passer rapidement là-dessus. Le problème, c'est que si dans un tour, on vous demande que de mettre un seul nom dans l'enveloppe, on n'utilise qu'une très petite partie de préférence.
Et le deuxième, ça on l'a vu, le deuxième inconvénient, c'est que le scrutin préférentiel vous demande de classer, mais il n'utilise pas l'information d'intensité de votre préférence, de votre appréciation en tout cas, de chaque candidat. Vous voyez ces deux électrices là, elles placent, donc la flèche c'est l'intensité croissante. C'est-à-dire l'électrice 1, elle adore C, elle adore B aussi, et puis elle aime beaucoup moins A. L'électrice 2, elle adore C, mais elle n'aime pas beaucoup A et B, sauf qu'elle classe A aussi en dernier. Et donc leurs préférences sont les mêmes. Si vous raisonnez uniquement sur des classements, c'est le même classement. Alors qu'en fait, l'appréciation n'est pas du tout la même. Et ça c'est grave aussi. Hein. Bon, donc il faudrait pouvoir utiliser ça. Je passe là-dedans. Peut-être que la désaffection des gens pour les élections, en partie, vient de là. Peut-être qu'elle vient aussi du fait que bien, les choses qui sont gérées par les politiques ne sont pas comme ils croyaient qu'elles seraient gérées, etc. Bon, les promesses des uns n'engagent que ceux qui les écoutent et tout. Bon. Mais il y a quelque chose qu'il faut remarquer quand même, c'est que nous, avec nos scrutins uniquement par préférence, on n'extrait jamais une information qui est pourtant importante, c'est finalement le degré d'accord du peuple avec le vainqueur. Le degré d'appréciation, on ne l'a jamais, on n'a que des préférences. Si les gens préfèrent A à B à C, mais pensent que de toute façon A, B et C sont très mauvais, on ne le sait jamais avec nos modes de scrutin à nous, parce qu'on n'a pas recueilli cette information. Donc on dit que les Français ne savent pas ce qu'ils veulent, ils ont élu telle personne, 2 semaines plus tard ils sont dans la rue. Je ne sais pas, c'est une question ouverte. Il y a de la sociologie certainement, de la psychologie des foules certainement, la psychologie individuelle certainement, il y a tout ça, mais au fond il y a peut-être aussi quelque chose de très radical auquel on pourrait s'attaquer, et qui est quelque chose de très objectif. À longueur de campagne électorale ou de soirée du premier tour et de soirée du second tour, les interprétations. Et vous avez 5 personnes à une table qui vont donner 5 interprétations, parce qu'il n'y a pas un endroit où... Parce qu'au fond, les résultats de notre mode de scrutin sont inintelligibles. Moi je le dis, ils le sont. Il y a pas complètement, il y a certains moments on peut dire ah oui là il s'est passé ça, etc. et tout le monde sera à peu près d'accord. Mais bien malin, et en fait c'est impossible, est celui qui est capable de démonter tout ce qui s'est passé dans les préférences des gens que nous ne connaissons pas, sauf par les sondages, pour dire ah mais attention, la préférence complète c'était ça, et il s'est passé ceci, il s'est passé cela. On ne peut pas, on n'a pas l'information, sauf par sondage. Sondage avec leur marge d'erreur et tout ça. Hein. Ok, voilà, j'arrête. Non, c'est pas vrai. J'arrête pas. J'arrête pas. Il y a des solutions. Il me reste combien de temps là? C'est bon, il vous reste une bonne demi-heure. Ah, c'est bien. 3 quarts d'heure. C'est bien. C'est très bien. Merci. Je croyais pas. Enfin. Alors, repartons non pas au XVIIIe siècle, mais à Sparte. Dans l'Antiquité, à Sparte, je sais plus. Il y a un scrutin qui a été utilisé, qui était un scrutin plurinominal à un seul tour. Plurinominal. Venise, dans la République de Venise, là au XIIIe siècle, et tous les sites internet aujourd'hui, à peu près, et qui sont à base de like. Hein, c'est-à-dire que lui, là, l'électeur, il va mettre dans l'enveloppe les noms des gens qui pensent acceptables, des candidats qui pensent acceptables, donc il met plusieurs noms dans l'enveloppe. Ou alors il met un like, si c'est sur un site internet, il met un like, puis ceux qui n'ont pas de like, ça veut dire non, vous n'êtes pas acceptable pour moi. Et on compte les likes à la fin. Et quand on compte les likes, alors là, on a une information qu'on n'avait pas avec les scrutins préférentiels. C'est-à-dire, vous avez le nombre, donc il suffit de diviser par le corps électoral tout entier, vous avez la proportion d'électeurs qui vous trouvent acceptable. C'est une cote de popularité. Et vous pouvez comparer, et donc vous ordonnez les candidats par cote de popularité décroissante. Ça, on a une information supplémentaire. On a utilisé une information supplémentaire. Alors ça paraît primitif, hein, d'ailleurs les Spartiates n'ont pas toujours connu pour une très grande finesse, on ne sait pas les traces de l'histoire, mais je dis par rapport aux Athéniens, je suis un peu biaisé, mais en tout cas, c'est une proposition qui vaut l'examen, parce qu'elle tient compte d'une information qu'on n'avait pas jusqu'à présent, c'est l'intensité. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un vote préférentiel. Et ça change beaucoup de choses. Ce n'est pas un vote préférentiel. À partir de là, on peut faire un vote préférentiel, en réalité très, très basique, mais l'inverse n'est pas vrai. Donc là, vous avez cette cote donc, qui vous permet de distinguer entre deux candidats, par exemple.
Et alors, ça pose une question. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas réfléchissez. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça aujourd'hui? Réfléchissez, il y a peut-être des éléments de réponse que vous pourrez proposer. Ça évite toutes les polémiques autour du vote blanc, parce que si vous n'aimez personne, ben vous rendez une enveloppe vide, vous vous êtes exprimé, vous avez dit très clairement que vous n'aimez personne. Ce qui n'est pas pareil que de ne pas rendre d'enveloppe du tout. Parce que quand vous n'aimez pas le système tout entier, vous ne rendez pas d'enveloppe, vous vous abstenez, vous allez à la pêche, à la foire du trône, ce que vous voulez. C'est pas pareil. Là, vous vous exprimez, vous dites non, l'offre qui m'a été faite, l'offre politique, ne me convient pas. Et ça, c'est très différent, parce qu'aujourd'hui, les gens disent « Ouais, mais pourquoi on ne comptabilise pas les votes blancs ?» Mais les votes blancs, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ils veulent dire « J'arrive pas à choisir, tous les candidats se valent et ils sont excellents. Donc ça, je ne peux pas choisir, je mets une enveloppe vide, j'arrive pas à choisir, parce qu'on m'a forcé de mettre un nom dans l'enveloppe, ou alors ils sont tous nuls, ou on ne sait pas. » Ou alors, vous m'emmerdez avec ce vote et tout, donc moi j'y vais pour dire vous m'emmerdez, et je mets personne dans l'enveloppe, et j'espère qu'on va comptabiliser. Donc il y a des interprétations, des significations potentielles différentes du vote blanc qui le rend ininterprétable aujourd'hui. Là, ça ne serait pas. Si vous voulez des ex-aequo, vous pouvez. Vous mettez les gens ex-aequo, il n'y a pas de problème. Eh bien, ce vote, c'est une petite lueur d'espoir, déjà, qui pointe à l'horizon bien obscurci de notre futur, même si ça vient de très loin dans le passé. Il est transitif, universel, anonyme, neutre, unanime, monotone. Donc il a été monotone. Plus fort. Ah bon? Mais les théorèmes d'impossibilité, alors? Ils sont faux? On s'est trompé dans les démonstrations? Ben non, ils ne s'appliquent pas. Il ne s'applique pas parce que justement, le vote par assentiment, c'est une notation. Vous notez, vous mettez oui acceptable ou non inacceptable, vous ne classez pas. Et la preuve, c'est que c'est pas pareil de mettre un like à tout le monde et de n'en pas mettre à tout le monde. Ça ne donne pas, à la fin, ça n'a pas le même impact, enfin, faut nuancer, etc., mais ça n'a pas le même résultat. Et ça fait que les théorèmes d'impossibilité sont contournés. Évidemment, hein, je veux dire, si vous n'avez que 3 candidats, etc., et j'aurais pu en rajouter un dernier. Donc ces choses-là donnent le même classement alors que ce n'est pas la même intensité d'appréciation. Donc c'est une notation. Et nous avons un ancien président qui un jour a dit, à propos du jugement majoritaire, il a dit « Ah ben non, il ne faut pas noter, hein. Noter c'est pas voter. » Noter c'est pas voter, si, pourquoi pas. Pourquoi pas? Je veux dire, on note. Dans les compétitions sportives, vous avez des juges qui votent, ils appellent ça voter, et là ils donnent des notes, et aussi ils utilisent des scrutins par score, etc. Donc noter, pourquoi pas? Pourquoi écarter la possibilité de noter? Ça fait partie des possibilités. Donc là, moi, ça c'est moi, hein, je lui décerne, il dit des choses très intelligentes parfois, puis parfois il dit, oh, bon, c'est pour faire un bon mot, mais pour faire un bon mot, il a dit une bêtise quand même. Alors, la manipulation du scrutin par assentiment est impossible, ou quasiment impossible. Vous n'avez pas intérêt à mettre que vous appréciez un like, un oui acceptable à quelqu'un que vous n'appréciez pas, et réciproquement, inversement. Donc, et oui, il y a un défaut quand même, c'est un peu primitif, c'est-à-dire que vous avez 2 mentions, pour chaque candidat, vous dites acceptable ou pas acceptable. Ça manque un peu de finesse. On aimerait pouvoir dire, ah non, mais pour ce candidat ou cette candidate, je suis très enthousiaste, pour celui-là, oui, acceptable. À la limite, pour celui-là, non, pas trop, j'aimerais pas, mais alors celui-là, jamais, quoi, refus absolu. Donc on aimerait bien avoir un nuancier, hein, si vous voulez, un peu non-binaire. On aimerait bien. Bon, après, il faut voir si c'est possible. Alors, on va essayer. Le vote de valeur. Le vote de valeur, ça vise à dire, bon, dans le vote par assentiment, les candidats que j'aimais bien, je leur donnais 1 point, ceux que je trouvais acceptables, je leur donnais 1 point, ceux que je trouvais pas acceptables, je leur donnais 0 point. C'était un scrutin par notation. Et si j'agrandissais un peu l'échelle de notation, cette fois, je vais mettre entre 0 et 4, et pour être sûr qu'il n'y a pas trop d'ambiguïté sur les notes, parce que les notes, ça peut être un peu subjectif, on va les raccrocher au langage ordinaire, au langage commun, qui est notre bien commun très précieux,
massacrés tous les jours. Et au lieu de 0 à 4, on fait de -2 à +2, ce qui est exactement la même chose, mais ça permet de mettre un signe moins quand on n'est pas content, enfin quand on n'est pas favorable, et puis de mettre un signe plus quand on est favorable. Sauf que là, on distingue entre le très hostile et hostile, et on distingue entre le très favorable et le favorable. Donc il y a un peu plus de nuances. Et puis, donc chacun note tous les candidats, c'est-à-dire que vous avez un bulletin de vote, où vous avez le nom des candidats, puis à côté vous mettez la note que vous leur attribuez. Et puis au dépouillement, on dit +2, -1, machin, et puis scrutateur, c'est le même boulot, et à la fin il y a l'ordinateur qui fait la somme, et vous avez la note. La somme ou la moyenne, hein, c'est pas grave. Et donc vous avez des choses comme ça qui sont interprétables, c'est-à-dire que là c'était proche de 2 qui était le maximum, ça c'est proche de -2 qui était le minimum, donc vous avez un renseignement sur la cote de popularité ou la cote d'amour des candidates et des candidats par le public. Mais il y a un gros problème. Oui, ben non, ça aussi, hein, c'est une notation, on est d'accord. Et là je suis d'accord que c'est pas forcément une bonne idée parce que un électeur ou une électrice qui pense que A vaut 1 et B vaut -1, à dire oui mais moi si je dis la vérité, si je dis la vérité je vais quand même pas maximiser les chances de victoire de A sur B. Donc si je veux vraiment, je pense qu'il y a une différence entre les deux vraiment, et je tiens à maximiser la probabilité de victoire de A. Donc je vais lui mettre +2, puis lui j'aimerais pas trop l'avoir, alors je vais le descendre, je vais mettre -2. Donc une personne relativement douce et amène, eh bien elle va voter de façon un peu radicalisée. Hein, elle est incitée également à truquer un peu son expression, radicaliser un peu son expression. Ça, c'est pas bien. Donc, je suis d'accord que là, c'est pas, même si c'est pas le loup, c'est juste un jeu de mots, mais ça n'a rien à voir, hein, bien sûr. Ce système n'est pas bon. Ah, on est embêté parce que on était bien parti avec le vote par assentiment, une notation avec deux notes possibles. Et dès qu'on veut commencer à faire un peu de finesse, il y a un problème qui est la manipulation qui apparaît alors qu'on avait dit que le scrutin par assentiment décourageait la manipulation. Enfin, ça rendait la manipulation très, très difficile. Donc il faudrait remédier à ça. Si on veut raffiner le mode d'élection, hein, on peut très bien se contenter du vote plurinominal à un seul tour qui est le vote par assentiment. Très bien, hein, ce vote. D'ailleurs, il y a d'autres qualités dont je pourrais parler éventuellement quand il y a des questions, mais il y en a une que je peux mentionner tout de suite, c'est que si jamais dans une élection il y a un vainqueur de Condorcet, le vote par assentiment le désigne. Si d'aventure, Cléopâtre, on lui avait les préférences de tout à l'heure, etc. Enfin, si un vainqueur de Condorcet, si les gens expriment sous la forme de la notation du vote par assentiment et qu'il y a un vainqueur de Condorcet, il faudrait dire qu'ils expriment quand même différemment leur préférence, pas leur préférence, leur jugement. À ce moment-là, le vainqueur de Condorcet est désigné par le vote par assentiment. Donc ça, c'est une sorte de sécurité, si on aime le scrutin de Condorcet. Puis s'il n'y a pas de vainqueur de Condorcet, le vote par assentiment va donner autre chose. Mais il va donner son vainqueur à lui. C'est pas nul. On arrive au jugement majoritaire qui a été évoqué et utilisé aux primaires de l'écologie et de la gauche, justement par les partisans de Christiane Taubira, et les autres candidats de gauche n'ont pas voulu y aller. Alors, du coup, ça ne veut plus rien dire, parce qu'ils n'y sont pas allés. On les a bombardés candidats quand même, alors qu'eux, ils n'étaient pas candidats. Donc finalement, c'est une sorte de simulation, mais une simulation qui vaut pas grand-chose, parce qu'ont voulu aller voter à cette primaire ceux qui voulaient. Et donc c'est pas le corps électoral, hein, ça peut être n'importe quoi. Des adversaires, comme des partisans inconditionnels de Christiane Taubira. Donc ça ne veut rien dire. Et j'en parlerai pas de ça, de cette expérience. Mais je parlerai d'autres expériences qui ont été faites, qui sont beaucoup plus sérieuses. Donc le jugement majoritaire, il a été inventé, enfin plutôt bricolé, dans le milieu viticole français, en 1976, parce que jusque-là, le milieu viticole notait les vins, faisait noter les vins par des experts. Et cette fois-là, il y a eu un vin californien, et au dépouillement des votes, on s'est aperçu qu'il y avait un juge qui avait été radicalisé, on va dire, je ne sais pas par quel moyen,
en faveur du vin californien, qui avait mis la note maximum au vin californien, la note minimum aux autres, et donc le vin californien était passé devant les meilleurs Bordeaux. Et là, ils se sont dit, oh, les notes, là, il n'y en a pas, bon, ça ne va pas. Et donc, on va faire... Donc, ils se sont dit, ils ont eu un processus mental un petit peu long, mais ils se sont dit, les extrêmes, c'est pas bon, justement, parce qu'ils radicalisent, ils font pencher les choses de façon insincère. Donc, les extrêmes, on va pas s'en servir, on va se servir de la partie un peu plus centrale de la notation. Donc, ils ont commencé par virer les extrêmes, ils ont recommencé, ils ont fait des choses. Et puis, de fil en aiguille, ils sont arrivés à un système de vote qui, depuis, a été étudié mathématiquement par 2 chercheurs du CNRS Polytechnique, aussi dans un labo de Polytechnique, et qui a été testé. Donc, ça a été fait en 2000. Ils l'ont étudié mathématiquement depuis 2003, mais la publication a eu lieu en 2007, et depuis 2007, ils ont fait des études réelles sur le terrain, dans plusieurs élections. Vous allez voir, je vais parler de ça maintenant. Donc, le jugement majoritaire, c'est un très mauvais nom pour un système de vote qui est peut-être un jugement, mais qui est plus une évaluation qu'un jugement. Et majoritaire, les majorités existent, mais ça n'est pas la règle majoritaire, ça n'a rien à voir. Donc ça n'aurait jamais dû être noté comme ça. Mais bon, le bulletin de vote est le suivant. Donc pour chaque candidat, on vous demande de mettre une note, mais c'est une note qualitative. Plus question de faire des moyennes ou des sommes, ça n'existe plus. C'est une note qualitative, c'est directement le langage naturel. Okay, donc vous vous exprimez en langage naturel. Et le défi, ça va être de faire des maths avec des choses qui sont uniquement naturelles, hein, bien sûr, en langage naturel, qualitatif. Donc bon, vous vous exprimez, vous avez toutes les nuances de la palette, et vous vous exprimez sur les candidats. Et puis, on calcule, les ordinateurs, on somme les croix, hein, tout ça, on divise par la population électorale, et en fait, on a quelque chose qui est extrêmement intéressant, c'est pour chaque candidat son profil d'appréciation par le peuple. Donc, ramener un pourcentage, je le lis, Alexandre, 12,5% le trouve excellent, 6% le trouve bien, 6% le trouve assez bien, etc., moyen, et 43% le trouve à rejeter. Donc vous avez typiquement là un candidat très clivant, hein, avec beaucoup de rejets, et c'est pas tout à fait fictif, hein, non pas parce qu'il n'a pas existé, il a existé, mais on en a des candidats comme ça aujourd'hui. Vous allez voir dans les simulations qui ont été faites. Donc lui, il est clivant. Vous avez d'autres candidats qui sont moins clivants, qui sont des gens un peu comme Electre, hein, vous voyez, avec... bon, il y a une espèce de ventre mou là autour de assez bien. Bon, c'est moins clivant, quoi. Alors, donc on fait ça, et le truc, c'est, si on ne peut pas calculer des moyennes, comment on va comparer ces choses-là? Sachant ces profils d'appréciation, qui est le meilleur au sens du jugement populaire, de l'évaluation populaire. On ne peut pas faire de moyenne, mais on peut faire une médiane. Et la médiane, c'est robuste par rapport aux extrêmes. Donc ce qu'on fait, c'est on cherche la médiane pour chacun. Qu'est-ce que c'est la médiane? C'est la mention qui va partager en 2 moitiés le corps électoral. En fait, vous avez, regardez bien, hein, ça c'est la mention dans laquelle on franchit les 50% quand on somme, que ça vienne de la droite ou de la gauche, c'est pareil. 43,4%, si je rajoute 20, j'ai dépassé les 50%. Ça veut dire que j'ai plus de 50% qui trouvent que Alexandre est mauvais ou à rejeter. Mais de l'autre côté, aussi, je franchis les 50% au même endroit. C'est-à-dire que si j'additionne ça, j'obtiens plus de 50%, et j'ai donc une majorité, d'où vient le mot du jugement majoritaire, j'ai une majorité de gens qui trouvent que Alexandre est au pire mauvais, c'est-à-dire mauvais ou mieux. Donc j'ai le point de rencontre de 2 majorités. Cette mention-là est le point de rencontre de 2 majorités qui, a priori, ne sont pas d'accord, mais c'est la mention sur laquelle, finalement, on franchit la frontière. Donc vous voyez, Alexandre, c'est mauvais. Brutus, c'est assez bien. Cléopâtre et Darius, c'est assez mauvais. Et Électre, c'est assez bien. Alors, c'est assez simple de se rendre compte que plus on a une mention médiane qui est mauvaise, et moins on est apprécié. Pourquoi? Parce que ça veut dire que la médiane, donc le 50% de la population, la distribution est plutôt décalée vers les mauvaises mentions. Alors que pour certains autres,
la médiane, le point de rencontre de ces deux majorités, toute la distribution d'appréciation est plutôt décalée vers les bonnes mentions. Donc ça ne posera pas de problème. Dire que Alexandre est mauvais, et en dessous, donc là il est dernier de l'élection, que Cléopâtre et Darius sont jusqu'à présent assez, ex aequo, parce qu'ils sont tous les deux en son médiane assez mauvais, et que Brutus et Electre sont assez bien. Mais il faut évidemment départager les ex aequo. Alors, pour départager les ex aequo, on fait un petit calcul, oui, on fait un petit calcul, enfin, quand même. On dit, bon, l'équilibre de la balance est là-dedans, d'accord? Les 50% sont là. Mais autour de cette mention, il y en a qui ont trouvé mieux, il y en a qui ont trouvé moins bien. Ben, je vais additionner ces pourcentages. 22, 6 plus 8, ça fait 30,6. 17 et 16, 33,4. 33,4. Ici, 30,6. J'en ai plus qui trouvent Electre mieux que assez bien. Et d'un autre côté, je vais regarder aussi de l'autre côté. Parce que ce n'est pas exactement la même proportion qui ont assez bien. Donc je regarde le plus et le moins. Je calcule ces parties plus, ceux qu'on trouvait mieux que la mention médiane, et ces parties moins. Et pour l'instant, je ne décide pas. Je dis que si un candidat a obtenu davantage de plus que de moins, on va lui mettre un petit plus. Et s'il a obtenu davantage de moins que de plus, on va lui mettre un petit moins. Et ceux qui ont obtenu, alors mention médiane, ceux qui ont obtenu un petit plus, ils sont mieux que ceux qui ont obtenu un petit moins. Donc ça peut se démontrer mathématiquement avec des questions de supériorité stochastique, etc. Donc ça, moi je vous donne la recette, en fait. Donc les assez bien plus vont être mieux que les assez bien moins. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Brutus c'est assez bien moins, et Electre c'est assez bien plus. Voilà, donc en fait Electre elle passe devant Brutus avec ce petit calcul. D'accord, ça marche. Et alors, donc en fait, le problème c'est que, voilà, c'est que Cléopâtre et Darius ont tous les deux obtenu ex aequo assez mauvais moins. Donc je ne peux pas les départager juste avec la règle des plus et des moins. Eh bien, quand ils ont obtenu chacun une même mention avec le signe moins, on regarde la proportion des gens qui ont classé moins. Et si elle est plus forte pour l'un des candidats, ce candidat, il y a plus de moins, on va le mettre en dessous. Si jamais la mention, ça avait été assez mauvais plus, j'aurais regardé la partie plus. Et j'aurais dit, ben, celui qui a le plus de plus, il va être au-dessus. Ça, c'est pas un décret. Ça, c'est pas j'ai décidé que, on a décidé que. C'est pas du tout ça. Ça vient de l'application d'une règle qui est faite pour les plus petits effectifs et qui est une règle que je pourrais expliquer à ceux qui veulent utiliser le jugement majoritaire pour choisir un restaurant le soir avec leur famille, parce que ça marche aussi pour les petits effectifs, et là il n'y a pas besoin de plus et de moins. Donc ça c'est juste. Donc je compare, hein. Ceux qui ont assez bien moins, je compare les parties moins, Cléopâtre a plus de moins, en fait elle est inférieure à Darius. Voilà, et dans le cas contraire, j'aurais... Bon, donc ça marche, hein. Ça fait un classement. Ça fait un classement, et il a ceci d'intéressant, c'est qu'il a utilisé prioritairement les mentions médianes. Les mentions médianes, c'est là où il y a le seuil de 50% qui est franchi. Et quand les médianes suffisaient à faire la comparaison, on n'a pas tenu compte des votes extrêmes. Ils ne servaient à rien. Donc la manipulation, dans ce cas-là, elle devient pratiquement impossible. D'abord, vous ne savez pas où la médiane va être. Et puis pour faire changer une médiane de place, il faut se lever tôt, parce qu'il faut être d'un côté de la médiane, le savoir, et puis passer de l'autre côté. Sinon la médiane ne change pas. Hein. Si vous aviez une médiane, je vais prendre les exemples là. Vous êtes un électeur qui a dit bien à Brutus. Et vous dites, ah ouais, mais moi je vais maximiser les chances à Brutus, donc je lui ai mis bien, mais en fait je vais passer excellent. Puis admettons que tout le monde le fasse là. Tout le monde passe là. Ça ne changera absolument pas la médiane. Ça ne change pas la médiane. Donc vous pouvez vous brutaliser autant que vous voulez, radicaliser autant que vous voulez votre expression, ça ne changera pas, ou du moins tant que vous êtes d'un côté de la médiane, parce que ceux qui sont là, s'ils commencent à bouger, ça fait autre chose. En général, on ne sait pas trop où va être la médiane. Après, il y a des sondages qui peuvent vous renseigner, c'est vrai. Mais c'est difficile à manipuler. Je n'ai pas dit que ce n'était pas manipulable, c'est difficile à manipuler. Très difficile.
Et il y a un cas que mon ami il veut absolument que je cite, je le sais depuis le temps, c'est au pire, si tout le monde se radicalise, au fond, ça revient complètement au système qu'on a actuellement, c'est-à-dire que vous allez voter, vous n'aurez plus que 2 mentions, hein, et vous allez avoir donc, le système. Alors, si je compte les ex-aequo, ben, vous allez avoir le système par assentiment, avec 2 mentions, et si jamais les gens choisissent toujours un candidat contre un autre, hein, à ce moment-là, vous aurez le scrutin uninominal, comme d'habitude. Donc le scrutin uninominal devient un cas dégénéré de ce type de suffrage. Bon, je vous ai infligé ça, hein, mais on va passer aux simulations. Donc ça, c'est bon, on l'a fait. Pardon, je suis en train de... Voilà, les qualités du jugement majoritaire. Combien? 10 minutes. Super. Les qualités du jugement majoritaire, c'est que lui aussi il contourne tous les terrains d'impossibilité parce que c'est un vote par notation, vous l'aurez reconnu. Très bien, alors c'est parfait. Et en plus de ça, il est plus fin dans l'évaluation, il est plus fin que le vote par assentiment. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez, avec la mention majoritaire, ou la mention médiane, avec le petit score, le petit plus, tout ça, là, à la fin, vous avez une appréciation collective du candidat. Donc si votre vainqueur est arrivé vainqueur avec un score de mauvais plus, il ne va pas pouvoir parader à la télévision en disant c'est une grande victoire de mon camp, comme ils le font, et vous allez voir que c'est la réalité. Ils le font, on a gagné, les Français ont décidé que, les Français ont décidé que. C'est de plus en plus de mal à passer ça. Et du coup, je suis légitime. Et non, là, on a l'appréciation collective. Non, mais t'es arrivé premier, mais les gens ne t'aiment pas. Et donc, il faut faire attention. Hein. Faire attention. Alors, on y va, on fait du réel, du concret. 2012, sondage représentatif. Hein. Donc là, je ne suis pas dans la simulation. Je suis dans la simulation, mais la simulation raisonnable, hein, quelque chose de construit. Voilà ce qu'on avait. Les mentions médianes, elles sont là. Et les gens, vous avez les P, les M et tout ça. Et en fait, ce que vous avez, c'est, on peut le lire ensemble, hein, vous voyez, vous avez des gens à rejeter dans l'offre politique, il y en a la moitié qui sont rejetés par les gens. Hein. Ça, on obtient absolument quand même. C'est pas n'importe quoi. Hein. Marine Le Pen, 71% à rejeter, Jacques Cheminade, 64%, etc. Tous ceux-là sont à rejeter majoritaire. Bon. Ensuite, il y a les mauvais. Eva Joly et Philippe Poutou. Ensuite, il y a les assez bien. Mais, ah ben non, et Nicolas Sarkozy a rejeté. Et il était finaliste. A rejeté. Ensuite, il y a François Hollande qui avait bien. 2012, c'était je vais être un président normal. Moi, président, je vais être un président normal. Les gens ont apprécié, hein, ils ont trouvé que bon, c'est pas mal. Alors peut-être François Hollande aussi va apprécier, hein, c'est pas si mal. Hein. Oui, quand on note, quand on gagne. Il faut être ouvert. Hein. Il faut être ouvert. Jean-Luc Mélenchon et François Bayrou avec assez bien moins. Qui c'est qu'on retrouve en ce moment en pole position, c'est ces deux-là. Alors, assez bien moins. Bon, François Bayrou, ça a été l'éternel perdant hein, de notre système uninominal à 2 tours. Le centre, en général, sauf en 2017, a été l'éternel perdant. Et je ne sais pas bien si en 2017 c'était un vrai centre. Mais effectivement, il y a eu cette tentation de faire émerger un centre qui, jusque-là, était systématiquement perdant. Donc c'était le 3e homme, mais jamais le premier ou le 2e. A fortiori le premier. Ok. Et Bayrou et Mélenchon n'ont pas été finalistes, Sarkozy a été finaliste. Donc bon, ensuite, Hollande a été élu, donc pas de problème. Ensuite, en 2017, justement, là où le centre émerge, première constatation, il n'y a personne qui a une mention médiane bien. Deuxième constatation, il n'y a plus personne à rejeter. Et où est-ce qu'elle est? Marine Le Pen est passée à passable. Vous voyez, il y a une montée d'appréciation. Ça, c'est la politique je ne sais plus comment ils appellent ça, de la cravate. C'est-à-dire qu'on fait modérer, comme ça, on fait moins peur aux gens, et voilà. Donc le résultat est visible.
Benoît Hamon, ben ça, bon, ok. Mélenchon et Macron, c'est bien, c'est les premiers. Et les premiers, c'est plus bien, c'est assez bien. Donc, quelque part, on a l'information que l'appréciation est en train de baisser. Hein. Le corps électoral, c'est pareil, hein, c'est un sondage. Bon, il y a des marges d'erreur, c'est vrai. Représentatif. Donc, et vous voyez, Mélenchon et Macron, donc, qui ont fait d'ailleurs une campagne extraordinaire avec des avatars, les grandes questions du XXIe siècle. C'était très stimulant. Hein. Il aurait fallu avoir un débat entre les deux. Ça aurait été bien d'avoir un débat entre les deux. On a eu un débat entre Macron et Marine Le Pen, dont vous vous souvenez, un débat absolument calamiteux. Donc Mélenchon, lui, n'a pas été... Après, vous allez me dire, Mélenchon n'a pas été finaliste. Après, vous allez me dire, oui, mais Mélenchon, là, il était premier et tout. Là, on est dans la marge d'erreur un petit peu aussi. Hein. Il faut faire attention, ça, c'est un sondage. N'empêche qu'il y avait à ce moment-là un mouvement en faveur de Mélenchon. Donc, ensuite, on a eu ça, hein, quelque part, il y a quand même des déçus, parce que Mélenchon n'a même pas été finaliste. Et puis, ensuite, il y avait la politique du centre-droit. Ok. Là, 2022, notre dernière française, alors le graphique est différent, c'est un graphique officiel, hein. Donc là, ça a été classé, bon, ça c'était les à rejeter, etc., insuffisant, passable, assez bien, bien, très bien. Et là aussi, c'est un sondage OpinionWay, donc représentatif, etc. Donc qu'est-ce qu'on voit? Macron était premier, il y avait Pécresse juste derrière, donc on est vraiment au centre droit. Et Macron est arrivé à cause des plus et des moins, bien sûr. Mais les deux premiers, ils sont jugés passables. On n'a plus personne même qui est jugé assez bien. Oui, très bien. On n'a personne qui est jugé assez bien, donc ça, il faut... Mais nous, on ne l'a jamais vu, hein, ça, dans le vote. Ce genre d'information, on ne l'a jamais eu. Ensuite, vous en avez deux qui sont passables. Deux qui sont passables. Immédiatement après, c'est insuffisant. Tout ça, là, c'est jugé insuffisant. Notre offre politique est très sévèrement jugée par les Français. En tout cas, en 2022. Je ne pense pas que ce soit amélioré depuis. Ça, on l'a. Alors, ça marche très bien. Alors, il y a aussi des enquêtes sur la façon dont les électeurs vivent le jugement majoritaire. Parce qu'il y a eu des expériences plus sociologiques, cette fois, dans les bureaux de vote, qui, le jour des élections, présentaient à ceux qui venaient de voter un bureau de vote alternatif en disant on va vous proposer de voter avec un autre système de vote qui s'appelle le jugement majoritaire, on vous demande votre opinion, etc. sur chacun des candidats, chacune des candidats. Et les gens, quand ils sortent, recueillent leur opinion. Est-ce que vous avez été content de voter comme ça? Et bon, en fait, ça a été, oui, ah ben c'est beaucoup mieux, parce qu'on peut s'exprimer de façon fine, parce que notre opinion sur tous les candidats est prise en compte, mais alors comment vous faites pour dépouiller, comment vous faites? Voilà. Non mais ça a été bien vécu. Donc quand les adversaires disent « Oh mais non, c'est trop compliqué, on peut y revenir, hein, on peut défendre le fait que c'est trop compliqué, il ne faut pas prendre tous les gens non plus pour des imbéciles finis. C'est vrai que ça peut être trop compliqué. Si on trouve que c'est trop compliqué, on peut revenir au vote par assentiment, avec acceptable, non acceptable. Ça, c'est très simple. Et on peut montrer que le vote par assentiment n'est qu'un cas particulier, particulièrement grossier, mais particulier de ce scrutin jugement majoritaire. Allez, on va franchir l'Atlantique et ce sera fini après. On franchit l'Atlantique. Il y a eu un sondage qui n'a pas été fait exprès. Si, le sondage a été fait exprès, mais les gens qui ont fait le sondage ne savaient pas que ça pouvait servir à simuler le jugement majoritaire. Et ils ont demandé aux électeurs, sur un échantillon représentatif de la population, ils ont demandé aux électeurs de s'exprimer à la manière du jugement majoritaire sur les 5 candidats à l'élection présidentielle américaine. Et ils sont classés dans l'ordre de préférence décroissante. Et Trump arrive dernier, avec médiocre, au jugement majoritaire. En 2016, on ne l'aurait pas eu. Ça change la face du monde, hein, sortie du protocole de Paris, l'accord de Paris, sortie de route. Hein, bon. Clinton, qui était finaliste avec lui, sévèrement jugée aussi, elle est avant-dernière, elle est jugée moyenne. Bon, les Américains, ils ont de quoi pas être contents, etc. Alors celui qui aurait gagné, c'était Sanders, à epsilon près. On est dans l'épaisseur du trait, mais là, vous aviez en fait
quelqu'un qui est réputé de gauche aux États-Unis, mais enfin chez nous il serait de droite, centre-droit, et Kasich qui était l'équivalent de républicain ici, qui était un candidat de droite. En tout cas, ceux-là ont été éliminés, ils n'ont pas fait partie des sélectionnés par la grande machine, la grosse machine incroyablement compliquée et dysfonctionnelle des élections américaines et dominée par les deux grands partis. Et donc ça aurait changé le monde. D'accord? Donc les maths, c'est pas bien, hein, M. Trump, c'est pas bien du tout les maths. Voilà, et j'en arrive, parce que vous appréciez le timing, hein, pour une fois, parce que d'habitude je suis en retard. C'est que, avant les discussions, c'est que le problème du mode de scrutin, et encore une fois, on n'a pas parlé de sociologie, on n'a pas parlé de psychologie, parce qu'il y a ces questions sociologiques, psychologiques et politologiques qui se rajoutent à ça, bien sûr, qui vont complexifier les choses. Mais rien que le mécanisme élémentaire d'expression du peuple et de prise en compte de l'expression du peuple, il est complètement, excusez-moi, foireux, il est complètement dysfonctionnel jusqu'à présent dans la plupart des démocraties modernes. Et c'est pas une raison pour désespérer, hein, on peut très bien s'y mettre. Alors, il faut continuer à chercher, etc. Après, on pourra en discuter. J'ai passé sous silence les élections des assemblées et des assemblées représentatives, parce que c'est encore pire, c'est un problème encore plus compliqué. Puis évidemment, vous avez vu que j'aurai pas le temps. Et c'est une page de pub, mais enfin, c'est une page de pub comme ça, quoi. On a fondé, avec des hauts fonctionnaires, on est cofondateur d'une association qui s'appelle Mieux Voter, que vous pouvez aller voir, hein, qui se bat pour le jugement majoritaire. Moi, je ne sais pas bien si le jugement majoritaire, on pourra en parler aussi, si le jugement majoritaire est la panacée, parce que tout a des défauts. J'aurais plutôt tendance aujourd'hui à dire qu'il vaudrait mieux choisir le vote par assentiment, parce qu'il serait plus simple à expliquer, parce qu'il a aussi d'autres propriétés, mais il n'est pas fin, l'expression n'est pas fine. Et les électeurs peuvent vouloir apporter des nuances. Voilà, je vous remercie.